Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture d'un roman de l'écrivain russe Fyodor Dostoïevski qui s'intitule Les démons. Il a été publié en feuilleton à partir de 1811 jusqu'en 1872 dans Le Messager russe et dont la composition débuta en 1869. Il raconte l'histoire de jeunes révolutionnaires qui veulent renverser l'ordre établi. Je commence donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Que le diable m'emporte, nulle trace de route. Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire? Le démon nous entraîne à travers champs et nous fait tourner en rond. Combien sont-ils? Où galopent-ils? Pourquoi chantent-ils si plaintivement? Porte-t-il en terre quelque gnome ou bien marie-t-il une sorcière? Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui passaient dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Étant donc sortis de cet homme, ils entrèrent dans les pourceaux. Le troupeau se précipita dans le lac, du haut de la falaise, et il s'y noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé, et quand ils furent arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Les témoins de l'événement leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Et c'était un texte de Saint Luc, et le premier de Pouchkine. Je commence la première partie, chapitre 1er. En guise d'introduction, quelques détails biographiques sur le très honorable Stéphane Trofimovitch Verkovensky. Ayant entrepris de décrire les événements étranges qui se sont déroulés récemment dans notre ville, où jusqu'ici il ne s'était jamais rien passé de remarquable, mon inexpérience m'oblige à remonter assez haut en arrière et à donner quelques détails biographiques sur Stéphane Trofimovitch Verkovensky, un homme très respectable et de grand talent. Ils serviront d'introduction à l'histoire que je me propose de conter et qui est encore à venir. Je le dirai tout franchement, Stéphane Trofimovitch a toujours joué parmi nous un rôle très particulier et en quelque sorte civique. Et ce rôle, il l'aimait jusqu'à la passion, à tel point, je crois, qu'il n'aurait pu vivre sans lui. Je ne songe certes pas à le comparer à un acteur en scène, que Dieu m'en garde, d'autant plus que je le tiens en haute estime. C'était chez lui plutôt affaire d'habitude, ou pour mieux dire, de goût très noble, en somme, et qu'il avait porté dès son enfance vers une attitude civique. Il trouvait grand plaisir, par exemple, à sa situation de persécuté et d'exilé. Ces deux termes auréolés, d'un prestige en quelque sorte classique, l'avaient séduit une fois pour toutes, le rehaussant progressivement dans sa propre estime. Ils avaient fini par le placer à ses yeux sur une sorte de piédestal, élevé et fort agréable pour son amour-propre. Un roman satirique anglais du siècle dernier nous raconte qu'un certain Gulliver, de retour du pays des Lilliputiens, qui n'avait que 2 pouces de haut, s'était tellement accoutumé à se considérer comme un géant qu'en traversant les rues de Londres, il criait involontairement aux passants et aux cochers qu'ils prissent garde de ne pas se faire écraser, s'imaginant qu'il était toujours un géant parmi les nains. Aussi, l'injuriait-on et se moquait-on de lui. Et les cochers, gens grossiers, cinglaient le géant de coups de fouet. Mais était-ce juste de leur part? L'habitude n'est-elle pas toute puissante? Elle avait amené Stéphane Trofimovitch à une situation à peu près analogue, qui cependant revêtait en son cas des formes plus puériles, plus inoffensives, si l'on peut s'exprimer ainsi, car c'était un excellent homme au fond. Je pense que vers la fin de sa vie, tout le monde l'avait complètement oublié. Mais il lui était injuste de dire que son nom n'avait jamais été connu.
Sans contredit, il avait fait partie pendant un temps d'une célèbre pléiade de grands esprits. Et pendant un temps, rien qu'une toute petite minute du reste, son nom fut prononcé par nombre de gens quelque peu pressés, presque à la suite de ceux de Tchadaev, de Belinsky, de Granovski et de Herzen, qui venaient alors de débuter à l'étranger. Mais à peine commencée, la carrière de Stéphane Trofimovitch tourna court par suite d'un tourbillon de circonstances, pour ainsi dire. Or, il se trouva plus tard qu'il n'y avait eu ni tourbillon, ni circonstances. Tout au moins dans ce cas. C'est maintenant seulement, ces jours derniers, que j'ai appris à ma grande stupéfaction, mais de source certaine, que non seulement Stéphane Trofimovitch n'avait pas été exilé dans notre province comme on le croyait communément, mais qu'il n'avait jamais été soumis à une surveillance. Ce que c'est que l'imagination. Il fut sincèrement convaincu, toute sa vie, qu'on le craignait dans les hautes sphères, que les moindres de ses pas étaient notés, et que chacun des 3 gouverneurs qui avaient administré notre province au cours de ces 20 dernières années, nous arrivait prévenu contre lui et muni d'instructions spéciales le concernant. Si l'on eût essayé de démontrer à l'excellent Stéphane Trofimovitch que ses craintes étaient vaines, il en aurait été certainement très vexé. Et cependant, c'était un homme fort intelligent et très doué, un homme de science même en quelque sorte, bien qu'en science, pour tout dire, il n'avait pas fait grand-chose. Il n'avait même rien fait, du tout, en science. Mais chez nous, en Russie, le cas est fréquent parmi les hommes de science. À son retour à l'étranger, il fut nommé à l'une des chaires de l'université où il brilla d'un certain éclat vers 1850. Mais il ne fit que quelques conférences, sur les Arabes si je ne me trompe. Il soutint en outre, avec succès, une thèse sur l'importance politique et économique que commença à acquérir la petite ville de Hanau, entre 1413 et 1428, et sur les circonstances particulières et encore peu claires qui empêchèrent son développement. Cette thèse habile blessa au vif les slavophiles, évalue immédiatement à son auteur des intimités nombreuses et acharnées. Plus tard, quelque temps après qu'il eut déjà perdu sa chair, Stéphane Trofimovitch, pour se venger en quelque sorte et montrer quel homme on avait perdu en lui, publia dans une revue progressiste, où l'on traduisait Dickens et prônait George Sand, les débuts d'une étude extrêmement fouillée pour les raisons de la noblesse morale de je ne sais plus quel chevalier à une certaine époque ou quelque chose d'approchant. Quoi qu'il en soit, l'auteur développait à cette occasion des pensées très élevées. On raconta plus tard que la suite de cette étude avait été aussitôt interdite et que la revue progressiste eut même des ennuis pour en avoir publié la première partie. Il se peut, tout n'était-il pas possible à cette époque ? Mais il est bien plus probable qu'il ne passa rien de tel, rien de tel, et que l'auteur lui-même renonça par paresse à terminer son œuvre. Quant à son cours sur les Arabes, il dut le surprendre parce que quelqu'un, l'un de ses ennemis réactionnaires évidemment, intercepta une lettre de Stéphane Trofimovitch adressée à je ne sais qui et en relatant certains incidents. À la suite de quoi, on exigea de lui des explications. On affirmait aussi, mais je ne sais si l'histoire est exacte, que vers la même époque, on avait découvert à Pétersbourg une vaste association d'une trentaine de personnes dirigées contre la morale de l'État et qui avait failli renverser tout le régime social. On disait que la dite association se préparait même à traduire Fourier. Comme par un fait exprès, on saisit en même temps à Moscou un poème que Stéphane Trofimovitch avait écrit à Berlin 6 ans auparavant, au temps de sa première jeunesse, et dont des copies se trouvaient entre les mains de 2 amateurs de poésie et d'un étudiant. Ce poème est maintenant sur ma table. Stéphane Trofimovitch m'en a offert l'an dernier un exemplaire autographe.
orné d'une dédicace et magnifiquement relié en maroquin rouge. L'ouvrage, bien qu'étrange, n'est pas dénué de poésie. Il n'est même pas sans talent. À cette époque, entre 1830 et 1840, pour être plus exact, on cultivait beaucoup ce genre-là. Je me sens assez embarrassée pour raconter son sujet car, à vrai dire, je n'y comprends rien. C'est une sorte d'allégorie à la fois lyrique et dramatique et qui rappelle la seconde partie de Faust. Cela débute par un chœur de femmes, auquel succède un chœur d'hommes, puis un chœur de je ne sais quelle puissance, et la scène se termine par l'hymne des âmes qui n'ont pas encore vécu mais qui ont un vif désir de vivre. Tous ces chants sont fort confus. Il s'agit de je ne sais quelle malédiction, traitée du reste non sans une nuance de détachement ironique. Soudain, la scène change et l'on assiste à une fête de la vie où les insectes eux-mêmes se mettent à chanter. Puis apparaît une tortue qui prononce quelques paroles sacramentelles en latin et, si je m'en souviens bien, un minéral, chose essentiellement inanimée, se met à chanter lui aussi. En général, tout le monde chante sans discontinuer, et si l'on parle, c'est pour se disputer sans savoir pourquoi, mais toujours sur un ton noble et élevé. Ensuite, la scène change de nouveau. Dans un endroit sauvage, un jeune homme se promène parmi les rochers en cueillant des herbes qu'il suce. À la question d'une fée qui lui demande pourquoi il suce ces herbes, il répond que, sentant en lui un excès de force vitale, il cherche l'oubli et le trouve dans le suc des herbes, mais que son principal désir est de perdre au plus vite la raison. Désir superflu peut-être bien, mais ensuite apparaît un jeune homme d'une beauté inouïe, monté sur un cheval noir et suivi d'une multitude de gens de toutes les nationalités. L'adolescent représente la mort, à laquelle aspirent tous les peuples. Enfin, dans la dernière scène, on voit la tour de Babel. Des athlètes l'achèvent en chantant l'hymne du nouvel espoir. Et quand ils atteignent le faîte, le seigneur, disons de l'Olympe, prend comiquement la fuite et l'humanité, qui sait maintenant de quoi il retourne, s'empare de son trône et commence aussitôt une vie nouvelle. Et c'était ce poème qu'on avait considéré en son temps comme dangereux. L'an dernier, je proposais à Stéphane Trofimovitch de le publier, vu qu'il était parfaitement anodin de nos jours, mais Stéphane Trofimovitch repoussa ma proposition avec un mécontentement visible. Mon opinion que son poème n'avait rien de dangereux lui déplut fort. Et c'est à cela même que j'attribue la froideur qu'il me témoigna pendant 2 longs mois. Or, nous apprîmes que tandis que je proposais de publier le poème en Russie, on le faisait paraître là-bas, c'est-à-dire à l'étranger, dans un recueil révolutionnaire, à l'insu bien entendu de Stéphane Trofimovitch. Celui-ci en fut extrêmement effrayé au premier moment. Il se précipita chez le gouverneur et écrivit à Pétersbourg une lettre justificative, pleine de noblesse, qu'il me lut 2 fois, mais n'expédia jamais, ne sachant à qui l'adresser. Bref, tout un mois, il fut très inquiet, et cependant je suis convaincue que dans les replis secrets de son âme, il se sentait extrêmement flatté. C'est tout juste s'il ne dormait pas avec l'exemplaire du recueil qu'on lui avait envoyé. Le jour, il le cachait sous son matelas. Il ne permettait même pas à sa servante de faire le lit. Avec tout cela, il gardait un air fier, bien qu'il fût dans l'attente d'on ne sait quel télégramme. Aucun télégramme ne vint. C'est alors qu'il se réconcilia avec moi, ce qui témoigne de l'extrême bonté de son cœur doux et sans rancune. Chapitre 2. Je ne prétends nullement qu'il n'ait jamais souffert pour ses idées. Mais je suis maintenant tout à fait convaincue qu'il aurait parfaitement pu continuer à discourir sur ces Arabes, à condition de fournir les explications nécessaires, mais blessé dans son amour-propre, il s'était aussitôt persuadé, une fois pour toutes, que sa carrière était définitivement brisée par le tourbillon des circonstances. À dire vrai, la cause réelle de ce changement de carrière fut une proposition qu'il lui fit par 2 fois, et sous une forme très délicate. Varvara Petrovna,
Stavrogine, une riche propriétaire, la femme d'un lieutenant général. Elle demanda à Stéphane Trofimovitch de se charger en tant qu'ami et pédagogue, et bien entendu à de brillantes conditions, de l'éducation de son fils unique. La première fois, Stéphane Trofimovitch reçut cette proposition étant encore à Berlin, alors qu'il venait de perdre sa première femme. Il avait épousé celle-ci, une demoiselle quelque peu évaporée de notre province au temps de son insouciante jeunesse, et il ne paraît qu'il n'avait pas été heureux avec cette personne, d'ailleurs charmante, faute de pouvoir subvenir à son entretien, et aussi, pour d'autres raisons, d'un caractère plus délicat. Ils se séparèrent et elle mourut 3 ans plus tard à Paris, lui laissant un petit garçon de 5 ans, fruit d'un premier amour plein de joie et sans nuages. Laissa échapper devant moi Stéphane Trofimovitch, un jour qu'il était d'humeur mélancolique. L'enfant fut aussitôt envoyé en Russie et mis entre les mains de je ne sais quelle tante éloignée quelque part en province, ayant décliné à cette époque l'offre de Varvara Petrovna. Notre Stéphane Trofimovitch se remaria aussitôt, après 1 an de veuvage, et sans nécessité aucune, semblait-il, avec une petite berlinoise quelque peu taciturne. D'ailleurs, d'autres raisons encore avaient motivé son refus. Tenté par la renommée d'un professeur célèbre, à cette époque, lui aussi voulut déployer ses ailes d'aigle. Il partit donc pour occuper cette chaire à laquelle il se préparait depuis longtemps. Plus tard, les ailes brûlées, il se souvint naturellement de la proposition que, naguère, il avait déjà déclinée non sans hésitation. La mort soudaine de sa seconde femme, après moins d'1 an de mariage, arrangea tout. Grâce à l'amitié ardente et en quelque sorte classique, si l'on peut s'exprimer ainsi, que lui témoigna Varvara Petrovna. Il se précipita dans les bras de cette amitié, et le cours de son existence se trouva ainsi réglé pour plus d'1 vingtaine d'années. Quelques détails biographiques. J'ai dit qu'il se précipita dans les bras, mais Dieu préserve le lecteur de toute pensée équivoque à ce sujet. Cette expression ne doit être prise que dans un sens élevé, moral. Un lien spirituel extrêmement subtil unit pour la vie ces 2 êtres si remarquables. Stéphane Trofimovitch accepta cette place de précepteur, d'autant plus volontiers que la propriété, très petite, que lui avait laissée sa première femme, se trouvait tout à côté de Zvorechniki, le superbe domaine suburbain des Stravogines, dans notre province. De plus, libéré de ses lourdes occupations universitaires, Stéphane Trofimovitch pouvait se consacrer dans le recueillement de son cabinet de travail à la science et enrichir la littérature nationale d'ouvrages profonds. Ces ouvrages restèrent à l'état de projet. En revanche, tout le reste de sa vie, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans, il put se dresser tel un reproche incarné devant sa patrie. Selon l'expression du poète, tel un reproche incarné, tu te dressais devant ta patrie, libéral idéaliste. Le personnage dont parlait le poète avait peut-être le droit de garder toute sa vie, s'il le voulait, cette pose, du reste fort fastidieuse. Mais notre Stéphane Trofimovitch n'avait à vrai dire qu'un imitateur à côté de ces gens-là. De plus, rester constamment debout était trop fatigant pour lui. Et il se couchait assez souvent sur le flanc. Pourtant, il faut lui rendre cette justice. Même sur le flanc, il ne continuait pas moins à garder une attitude de reproche. Et du reste, c'était encore assez bon pour la province. Vous auriez dû le voir au cercle, quand il s'asseyait pour faire sa partie de whist. Tout son aspect disait « Ah, ces cartes. Oui, je joue aux cartes avec vous. Cela est-il digne de moi ? Mais à qui la faute ? Qui a brisé ma carrière ? Qui m'a réduit à cette partie de whist ? Périsse la Russie. » Et d'un air digne, il jouait à tout. Il faut dire qu'il aimait passionnément les cartes et avait à ce sujet, les derniers temps surtout, de fréquentes et fort désagréables discussions avec Varvara Petrovna.
d'autant plus qu'il perdait continuellement. Je reviendrai encore là-dessus du reste. Pour le moment, j'indique seulement que Stéphane Trofimovitch avait une conscience sensible. Parfois, tout au moins. Aussi était-il souvent mélancolique. Pendant les 20 années de son amitié avec Varvara Petrovna, il sombrait régulièrement 3 ou 4 fois par an dans ce que nous appelions, entre nous, la tristesse civique. Varvara Petrovna aimait beaucoup ce terme. Ou, pour parler plus simplement, le spleen. Plus tard, il lui arriva de se plonger non seulement dans la tristesse civique, mais aussi dans le champagne, bien que Varvara Petrovna, très sensible sous ce rapport, s'efforça toujours de le préserver des basses inclinations. Il avait besoin d'une bonne d'enfant d'ailleurs, car il se montrait parfois bien étrange. Au plus fort de son accès de tristesse civique, il éclatait soudain d'un rire des plus vulgaires. Il lui arrivait même à certains moments de s'exprimer sur son propre compte, non sans humour. Or, Varvara Petrovna ne craignait rien tant que le ton humoristique. C'était une nature classique, un mécène qui n'agissait que mu par des mobiles supérieurs. Cette grande dame exerça, durant 20 ans, une influence capitale sur son pauvre ami. Il conviendrait donc de lui consacrer quelques instants. Chapitre 3. Il est des amitiés étranges. Toujours prêts à s'entre-dévorer. 2 amis passent ensemble toute leur vie, incapables de se séparer. Il leur est véritablement impossible de se séparer. Celui des 2 qui, par caprice, romprait le lien qui les unit, serait le premier à en tomber malade et peut-être même à en mourir. Je sais pertinemment qu'à plusieurs reprises, et parfois même après s'être livré avec Varvara Petrovna aux effusions les plus intimes, celle-ci, partie, Stéphane Trofimovitch se dressait sur son divan et se mettait à donner de grands coups de poing sur le mur. Ce n'est point une métaphore, car il lui est arrivé même une fois d'en faire tomber du plâtre. Peut-être me demandera-t-on comment j'ai pu apprendre de tels détails, et si j'en ai été moi-même témoin. Si Stéphane Trofimovitch a pleuré maintes fois sur mon épaule, tout en me dépeignant avec un grand luxe d'expression, ce qui se passait au fond de son cœur. Et que ne racontait-il pas alors? Mais voici ce qui se passait presque toujours, après ces crises de larmes. Dès le lendemain, il était prêt à s'accuser d'ingratitude. Il me faisait appeler d'urgence, ou bien accourait chez moi, uniquement pour m'annoncer que Varvara Petrovna était un ange de noblesse et de délicatesse. Et lui, tout le contraire. Non content de s'accuser ainsi devant moi, il racontait tout à Varvara Petrovna dans des lettres fort éloquentes, lui avouant que, pas plus tard que la veille par exemple, il avait dit à une tierce personne qu'elle le gardait par vanité, était jalouse de sa science, de ses talents, le haïssait, mais craignait de montrer cette haine de peur qu'il ne la quittât, ce qui compromettait sa réputation de mécène. Il lui confessait, en conséquence, qu'il se méprisait et avait résolu de mourir de mort violente. Il n'attendait plus qu'un dernier modèle, il devait décider de tout, etc. Toujours dans le même genre, on peut se représenter, d'après cela, ce que devaient être parfois les crises nerveuses du plus innocent des enfants quinquagénaires. J'ai eu l'occasion une fois de lire l'une de ces lettres, écrite à la suite d'une querelle qui, si insignifiante qu'elle fut au début, avait fini par s'envenimer. Cette missive m'épouvanta, et je le suppliai de ne pas l'envoyer. Impossible. C'est plus honnête, mon devoir. Je mourrais si je ne lui avoue pas tout. Absolument tout. Me répondit-il comme un délire. Et la lettre fut expédiée. C'était en cela que différaient les 2 amis. Varvara Petrovna n'aurait jamais envoyé de telles lettres. Il faut dire d'ailleurs qu'il adorait écrire. Il lui écrivait même lorsqu'ils habitaient tous 2 la même maison. Et jusqu'à 2 fois par jour quand il avait ses crises nerveuses. Je sais de sources sûres
qu'elle lisait ses missives avec la plus grande attention. Même s'il y en avait 2 par jour et la lecture finie, les déposait dans une petite cassette où elle les gardait toutes, classées et annotées. Et de plus, elle les rangeait soigneusement dans sa mémoire. Puis après avoir laissé toute une journée son ami sans un mot de réponse, elle le revoyait le lendemain, comme si de rien n'était, comme si rien de particulier ne s'était passé la veille. Progressivement, elle finit par le dresser si bien que lui-même n'osait plus faire allusion à ce qui s'était passé entre eux, et se contentait de la regarder de temps en temps dans les yeux. Mais elle n'oubliait rien, tandis que lui oubliait parfois beaucoup trop vite. Encouragé par le calme de Varvara Petrovna, il lui arrivait souvent le jour même, s'il venait des amis, de rire et de badiner en buvant du champagne. Quel regard empoisonné ne devait-elle pas lui jeter dans ces moments-là? Et lui, il ne s'apercevait de rien. Ce n'est qu'une semaine après, parfois, ou bien 1 mois, ou même 6 mois après, que, se rappelant soudain quelques expressions de sa lettre, puis la lettre tout entière avec tous les détails, il rougissait de honte et se tourmentait à tel point qu'il en attrapait la dysenterie. Ces singuliers accès, analogues à la colérine, apparaissaient dans certains cas comme l'aboutissement ordinaire de ces troubles nerveux. C'était là une des particularités de son organisme. Il est hors de doute que Varvara Petrovna éprouvait souvent pour lui un véritable sentiment de haine. Mais il est une chose dont Stéphane Trofimovitch ne se rendit jamais compte, c'est qu'elle avait fini par le considérer comme son fils, comme sa création. Et en quelque sorte son invention personnelle. Il était devenu la chair de sa chair, et si elle le gardait et l'entretenait, ce n'était certes pas seulement parce qu'elle enviait ses talents. Comme elle devait se sentir offensée par de telles suppositions, elle nourrissait pour lui un amour ardent, auquel se mêlait dans le fond de son cœur une haine de tous les instants, de la jalousie et du mépris. Elle veillait sur chacun de ses pas et ne cessa pendant 22 ans de le soigner et de le dorloter. Elle eût passé des nuits entières sans sommeil si sa réputation de savant, de poète ou de citoyen avait couru le moindre danger. Elle l'avait inventé et avait été la première à croire à son invention. Il était en quelque sorte son rêve le plus cher. Mais en retour, elle exigeait beaucoup de lui, à vrai dire. Parfois même une entière servitude. Et avec lui, avec cela, elle était rancunière à l'extrême. À ce propos, voici 2 petits faits. Chapitre 4. Un jour, c'était à l'époque où l'on commençait à parler de la prochaine libération des paysans et où la Russie, soudain pleine de joie, s'apprêtait à renaître, Varvara Petrovna reçut la visite d'un Pétersbourgeois, de passage chez nous, d'un baron, qui avait de très hautes relations et était au courant de ce qui se passait dans les milieux les plus influents. Varvara Petrovna appréciait fort les visiteurs de ce genre, car depuis la mort de son mari, elle perdait peu à peu les relations qu'elle avait eues dans le grand monde. Vers la fin même, elle les perdit complètement. Le baron passa 1 heure chez elle et prit le thé en compagnie de Stéphane Trofimovitch, qu'elle avait invité, tout exprès, pour l'exhiber. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.